OK, on va appeler l'appel. Bonsoir tout le monde, l'appel à l'ordre. Avant d'aller à l'adoption du GOUR, voilà, écoutez, 11. Ça travaille-tu? Des problèmes techniques? C'est bon? Allô? C'est pas bon? Allô? Bonsoir tout le monde. Je m'appelle l'appel à l'ordre. Avant d'aller à l'adoption de l'ordre du jour, j'aimerais ajouter 11.21, arrêt d'autobus, Sears Mullen Road, qui va être... M. Hill va parler de cela. Là, on va aller à l'adoption de l'ordre du jour. M. Hill adopte l'ordre du jour. Le secondaire, M. Leblanc. Tout le monde est d'accord. Y a-t-il des déclarations de conflit d'intérêt? Non? Fait que là, on va poursuivre les présentations. 3.1, État financier vérifié 2019-2020. On a Brandon Doussa et Gloria Banks de Grant Thornton qui vont nous parler de ça. J'aimerais dire que Brandon Doussa, c'est un ancien de l'Université Sainte-Anne. Et j'imagine que ça va être en français. On va voir. Merci. OK. Avant qu'on commence, Brandon, M. Hill n'a pas de... Non. Ah, c'est bon. C'est bon. Tu as la parole. C'est comme tu veux. Bonsoir. Mon nom c'est Brandon Doucette. Et ça c'est Gloria Banks. On vient de la firme de Grant Thornton. Donc, c'est nous qui avons fait la vérification des états financiers cette année. Donc, ce soir, je vais vous présenter les états financiers consolidés de la municipalité. Donc, c'est avec tous vos départements et toutes vos divisions qui sont consolidés ensemble. Alors, je vais commencer à la page, c'est la page 1, mais vraiment c'est la troisième page dans votre paquet. C'est ici qu'on trouve notre rapport d'auditeur indépendant. Donc, c'est ici vraiment qu'on donne notre opinion sur vos états financiers. Donc, la première chose qu'on trouve dans le rapport, c'est, comme que j'ai mentionné, c'est notre opinion. Donc, cette année, on a donné une opinion favorable. Il n'y a rien qu'on a trouvé qui nous aura causé de modifier notre opinion ou tout paraissait bien. Donc, dans notre opinion, les états financiers sont présentés dans tous les aspects significatifs de bonne façon. Donc, on ne regarde pas à tous les dollars, à tous les factures. C'est vraiment un concept significatif, donc en gros. Une chose qui est notée aussi dans la section d'opinion, c'est les pages 23 à 27, sont vraiment de l'information supplémentaire. Donc, ce n'est pas nécessaire pour la vérification, mais vraiment, c'est pour donner de l'information supplémentaire au lecteur. Ensuite, on a ce que notre base pour notre opinion. Donc, lorsqu'on fait notre vérification, on suit les normes d'audit généralement reconnues du Canada. Donc, on a des procédures spécifiques qu'on doit faire. Ensuite, on trouve la section
qui discute des responsabilités de management et du conseil. Donc, vraiment, les responsabilités de management, c'est la préparation des états financiers et pour établir les contrôles internes pour les états financiers. Une autre responsabilité de management, c'est de s'assurer que c'est bon d'utiliser le concept de continuer d'exploitation, going concern. Donc, ça, c'est une autre chose que management a besoin de faire une décision dessus. Ensuite, à la prochaine page, on trouve les responsabilités de nous comme vérificateurs. Donc, ça liste un peu nos responsabilités. Je vais juste les repasser un peu. Donc, la première chose qu'on doit faire, on identifie et on évalue les risques. Donc, où peuvent se trouver les inexactitudes significatives. Donc, où peuvent se trouver les erreurs, des choses comme cela. Ensuite, on obtient, on veut comprendre les contrôles internes qui sont relevants aux états financiers. Ensuite, on regarde et on évalue les conventions comptables que vous avez choisies. Ensuite, on va conclure sur la décision de management pour utiliser le concept de going concern. Donc, ça, c'est une autre chose. Et finalement, on évalue la présentation des états financiers en gros. Donc, la structure, le contenu, des choses comme ça. Donc, comme que j'ai mentionné, il n'y a rien qui nous a causé de modifier notre opinion et on a une opinion favorable des états financiers. La prochaine page que vous trouvez, la page 3, c'est vraiment juste la page que vous, comme conseil et que management, prend responsabilité pour les états financiers. C'est la même chose tous les ans. Donc, ensuite, à la page 4, c'est ici qu'on trouve l'état des résultats. Donc, c'est ici qu'on trouve comment la municipalité a fait pendant l'année. Donc, premièrement, on trouve les revenus. Donc, on voit que les revenus totaux cette année est à 8 257 000 $. C'est une augmentation de l'année dernière d'à peu près 450 000 $. Et on est par-dessus du budget que vous aviez établi au début de l'année. Donc, quelques raisons pour ces augmentations. Premièrement, une chose qui n'a pas été budgétée, c'est le 600 000 $ pour le projet d'Internet rural. Donc, cela, c'est quelque chose que vous avez utilisé votre gas tax pour cela. Donc, étant donné que vous aviez déjà reçu l'argent là, c'est mis sur votre bilan comme revenu différé jusqu'à temps que vous le dépensez. Donc, étant donné que vous avez dépensé cela cette année, on l'amène comme revenu dans l'année que c'est utilisé. Une autre chose, si vous regardez à la dernière ligne, la ligne de gauche, on voit 375 000 $ comme revenu. Ça, c'est vraiment le revenu de pension. Donc, vous avez reçu cela, c'est quelque chose que sur le bilan, on l'avance pour 24 000 $, je pense. Donc, ça venu, vous avez reçu beaucoup plus que vous pensiez. Donc, cela, c'est comptabilisé comme revenu cette année. Donc, ça, c'est les gros changements. On a vu aussi dans vos intérêts, c'était plus élevé, vous aviez plus d'argent, donc vous avez plus d'intérêts sur cela. Aussi en haut, une augmentation, c'est les taxes, donc les impôts. Donc, vous n'avez pas changé vos taux cette année, mais la valeur des propriétés a augmenté. Donc, à cause de cela, vous avez fait plus de revenus. Aussi, les taux pour les pompiers, vous aviez un nouveau taux pour cela, pour les camions de pompiers. Cela. Donc, en gros, cela, c'est les gros changes.
Donc, en total, vous aviez des revenus de 8 257 000. Du côté des dépenses, donc vos dépenses étaient à peu près 7 400 000 $. C'était plus élevé que l'année dernière. L'année dernière, c'était 6 766 000. Et c'était aussi plus élevé que votre budget. Donc, il y a quelques raisons pour cela. La plus grosse, l'augmentation la plus grosse, c'est comme que j'ai mentionné plus tôt, le projet d'Internet rural, vous avez dépensé les 600 000 $. Donc, on l'a vu, étant donné que c'est venu de votre gas tax, on l'a vu dans les revenus et puis aussi dans les dépenses. Donc, le net, c'est 0, mais on le voit dans les deux côtés. Aussi, une raison que vos dépenses actuelles sont plus élevées, dans votre budget, vous ne prenez pas en considération l'amortissement, donc c'est comme ça tous les ans. Donc, cela sera été une augmentation aussi. Mais en total, si on regarde au surplus annuel, vous aviez encore un surplus de 857 000 pour l'année. Ça y est un peu plus bas que l'année dernière. L'année dernière, c'était 1 041 000. Mais évidemment, c'était plus haut que le budget. Donc, lorsqu'on l'amène en bas, l'année dernière, vous aviez fini avec un surplus accumulé de 14 778 000 $. Lorsqu'on ajoute le surplus de cette année, vous avez fini avec un surplus accumulé de 15 635 000 $. Alors, si on continue à la prochaine page, la page 5, c'est ici qu'on trouve le bilan. Donc, c'est ici que vraiment ça vous montre l'état de la situation financière, donc votre situation financière à la fin de mars. Donc, une chose qu'on a vu une augmentation, c'est l'argent sans restriction. Donc, la plupart de cela, c'est ce qu'on appelle le gas tax. Donc, vous avez reçu l'argent, mais ça n'avait pas été dépensé, tout dépensé encore. Donc, on a vu une augmentation de 5 650 000 à cette année, 6 283 000. Une chose aussi, vous avez vu une diminution dans vos recevables de taxes. Donc, celle-là, vous avez pu collecter plus de vos taxes. Ensuite, on voit un recevable, les autres recevables, ça a augmenté. L'année dernière, c'était seulement 52 000 $. Cette année, c'est à 481 000 $. La plupart de celles-là, l'augmentation, vous aviez à peu près 400 000 $ qui étaient recevables à la fin de l'année pour la pension. Donc, comme que j'ai mentionné, c'était plus qui était sur le bilan. Et vous n'aviez pas encore reçu cela à la fin de l'année. Donc, si on regarde à vos actifs financiers totaux, ça a augmenté, ça a été de l'année dernière 6 943 000 à cette année 7 790 000 $. Ensuite, si on pousse à nos passifs financiers, vraiment, on ne voit pas grand change année à année. Une chose que je veux soulever, c'est les revenus différés. Donc, on a vu une augmentation l'année dernière, c'est à 982 000. Cette année, 1 158 000 $. La plupart de cela, c'est le gas tax que vous aviez reçu, mais pas dépensé encore. Cependant, avec le projet d'Internet rural, vous avez un engagement pour dépenser dans les prochains 2 ou 3 ans 1 850 000 $. Donc, la plupart de cela, ça va être utilisé probablement dans les prochaines quelques années. Donc, si on regarde vos passifs financiers totaux, on diminue un peu, donc 4 535 000 l'année dernière, à cette année 4 473 000 $. Donc, vos actifs financiers nets, cette année, c'est 3 316 000 $, une augmentation de comme 900 000 $ de l'année dernière. Donc, vous êtes dans une très bonne situation financière.
Ensuite, lorsqu'on regarde, la seule autre chose sur le bilan, c'est vos immobilisations. Donc, on n'a pas vu grand changement année à année, mais dans cela, ce qu'on ne voit pas directement dans le bilan, vous avez acheté des immobilisations pour un montant total de 463 000 $. La plupart de celles-là, les grosses choses incluses dans celles-là, c'est à la plage à Metegan, vous avez dépensé à peu près 129 000 $. Le système d'égout à la pointe de l'église, 72 000 $. Donc, cela, c'est inclus dans le 460 000 $ d'addition que vous aviez. L'amortissement est à 516 000 $. Donc, cela, c'est un entrée comptable qu'on a chaque année pour comptabiliser l'amortissement. Donc, en total, comme que j'ai mentionné plus tôt, vous avez fini l'année avec un surplus accumulé de 15 635 000 $. La prochaine page, donc la page 6, vraiment, c'est ici qu'on voit le change d'année à année dans vos actifs financiers nets. Donc, vraiment, la ligne qui est le plus important, d'habitude qu'on regarde, c'est l'augmentation ou la diminution des actifs financiers nets. Donc, c'est la troisième dernière ligne. Donc, cette année, vous avez vu une augmentation dans vos actifs financiers nets, comme que j'ai mentionné, d'à peu près 900 000 $. L'année dernière, vous aviez aussi vu une augmentation, c'est la plus petite, 79 000 $. Donc, si on tourne la page, à la page 7, donc c'est ici qu'on voit l'état des flux de trésorerie. Donc, c'est ici qu'on voit où l'argent rentrait, où ça sortait. Donc, ça répète vraiment la plupart des choses qu'on a déjà discutées. Une chose que ça montre qu'on ne voit pas dans les autres, si vous regardez dessous les activités d'immobilisation, donc capital activities, on voit le montant que vous avez dépensé pour acheter les immobilisations, donc à peu près 463 000 $, comme que j'ai mentionné plus tôt. Si on continue en bas, on voit l'augmentation nette dans votre trésorerie. Donc, cette année, vous avez votre trésorerie a augmenté d'à peu près 688 000 $ comparé à l'année dernière, 631 000 $. Donc, les 2 années, vous avez fait plus de... Votre trésorerie a augmenté les 2 ans. Si on continue, donc les prochaines pages, c'est vraiment, ça explique vos conventions comptables. Donc, il n'y a pas eu vraiment de changement d'année à année. Il n'y a pas eu de changement dans les normes comptables que vous suivez. Donc, pour la note 1, vraiment, c'est exactement la même chose depuis l'année dernière. Si on continue à la page, donc à la page 12, on voit donc les contributions aux autres conseils et aux commissions. Donc là aussi, n'a pas eu grand changement d'année à année. Si on continue à la page 13, donc la note 3, c'est ici qu'on voit le détail de vos recevables. Donc, j'ai mentionné plus tôt que vos recevables ont diminué. Et cette année, vous n'avez pas de provision pour les comptes à recevoir. Donc, vous êtes dans une bonne situation pour vos recevables. Les prochaines notes, la plupart de ça montre juste les détails de ce qu'on a vu dans le bilan. Donc, je ne vais pas repasser chacun à moins qu'il y ait des questions. Une chose que je veux noter, à la page 14, la note 8, c'est ici que j'ai mentionné, donc vous allez dépenser 1 850 000 dans les prochaines 3 ans pour le projet d'Internet. Donc, on doit mettre ça dans les états financiers. Ça montre quand vous allez dépenser l'argent là. Aussi, à la prochaine page, encore dans la note 8, pour le cas à Bellevose Cove, vous allez faire des réparations à cela aussi.
Autre que cela, l'autre note que je veux souligner, c'est la dernière note de toutes. C'est à la page 22. Donc, les autres notes, c'est vraiment juste les détails, comme que j'ai mentionné. Mais à la page 22, la note 20, ça, c'est une nouvelle note qu'on a cette année. Si vous regardez aux états financiers des autres organisations, vous allez presque toujours voir ceci. C'est vraiment spécifique au COVID-19. Même, on sait que probablement tout le monde, à travers du monde, sait à propos de la pandémie, mais on a encore besoin de l'inclure dans les états financiers pour assurer que les lecteurs sachent à propos de la pandémie et comment ça affecte la municipalité. Donc, ça explique seulement un peu de cela. Vraiment, vous n'avez pas vu un gros impact financier à cause de la pandémie jusqu'à date. Donc, on explique juste cela. Vraiment, les autres pages, de la page 23 à 27, donc, comme que j'ai mentionné, ce n'est pas nécessaire pour des états financiers audités, mais on l'a pour de l'information supplémentaire pour les lecteurs. Donc, on a plus de détails dans cela. Mais oui, donc c'est vraiment cela. À moins, si vous avez des questions, je peux certainement les répondre. OK. Merci, Brandon. Y a-t-il des questions pour Brandon ou Gloria? Monsieur Deveau? Merci, Monsieur le sous-préfet. Ma question, c'est, plus tard, quand on lit les livres plus au complet, si vous avez des questions, c'est quoi le processus? Est-ce qu'il faut aller à travers de M. Cyr pour c'est ça le processus? Oui, probablement ça, c'est la chose ton mic. Besoin de ton mic. Oui, c'est probablement cela. Probablement si vous contactez M. Cyr, mais certainement on peut répondre des questions. Lui, il y a l'information de contact pour nous. Parfait. Y a-t-il d'autres questions? Monsieur Cyr? Juste un commentaire pour toucher un peu sur le point au conseil, simplement pour dire que le comité de vérification s'est rencontré la semaine dernière avec Brandon et Mme Banks pour vraiment une révision approfondie des états financiers qui vous sont présentés ce soir. Et je sais que Brian, conseiller comme moi, comme chair du l'audit committee, va avoir un petit rapport et des recommandations à vous faire plus tard par rapport à l'acceptation de ces états financiers ici. OK. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie pour venir faire votre présentation. C'est bon de savoir qu'on est en bon état financier. Et merci beaucoup. Merci à vous. OK. Ensuite, on va le point 3.2, le REN, étude régionale sur l'énergie. Angélique Leblanc et Evan Nemeth, je pense. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Angélique Leblanc. Je suis directrice générale de l'Agence de développement de la région de l'Ouest, le Western REN. Et c'est Evan Nemeth, mon collègue, qui est un agent de développement avec nous. Et puis, je voulais commencer ce soir en vous remerciant parce que vous venez juste de renouveler notre entente de financement pour un autre 5 ans. Alors, je suis très reconnaissante de ça. Et puis, pour nous, c'est tellement important parce que dans un tel projet qu'on va discuter ce soir, c'est des projets à long terme. Le développement économique ne se fait pas du jour au lendemain. Alors, on apprécie beaucoup votre support et votre confiance. Ça fait que ce projet ici, c'est un projet de planification d'énergie pour la région. C'est un projet qu'on a identifié. On a fait un projet d'identification d'opportunités d'investissement
dans la région il y a quelques années. Et puis, on a vite vu qu'il y a des obstacles au développement dans la région. Et puis, beaucoup de ces obstacles-là, c'est autour de l'infrastructure. Alors, vous discutiez Internet dans vos états financiers. Et comme vous savez, c'est un projet que ça fait plusieurs années qu'on travaille dessus. On a eu des bonnes nouvelles au sujet de l'Internet, mais on reconnaît l'importance que l'Internet, que c'est pour le développement économique, le développement des entreprises, pour étudier à la maison, pour travailler de la maison, etc. Ça fait qu'il y avait l'Internet, mais aussi on a des problèmes avec la capacité des lignes de transmission, le Energy Grid. Et ça aussi, ça nous a, dans le passé, on a manqué des opportunités pour cette raison-là. Ça fait qu'on a décidé qu'il faut qu'on discute et il faut qu'on soulève ça, toutes les chances qu'on peut avec Nova Scotia Power, mais en même temps, il faut qu'on commence à prendre des démarches. Alors, c'est une approche que vous allez voir qu'on a pris à travers de l'énergie renouvelable et les occasions qui se présentent là. Ça fait qu'on a une présentation enregistrée, c'est en anglais. C'est Evan qui fait la présentation, mais là, ensuite, on pourra discuter puis adresser vos questions. Hello, councillors. I am Evan Nemeth, an Economic Development Officer for the Western Regional Enterprise Network. In this recorded presentation, I will introduce you to the Western Region Energy Investment Plan. The transmission lines that enter the Western Region through the Valley Corridor are 69 kilovolt lines from the Tremont/Greenwood area and onwards. The 69 kilovolt lines are the red lines on the image on your screen, and they have the smallest capacity of the lines listed in the image. These lines, in addition to the blue 138 kilovolt lines along the south shore, are responsible for the delivery of power to the local power grid that powers the region's households, businesses, and institutions. They also allow for the transmission of energy generated in the region to other areas that need it in the province and beyond. The 69 kilovolt lines running from Tremont to Yarmouth have limited capacity remaining on them for the transmission of energy. This limited capacity has the potential to limit the expansion of existing businesses within the region and the attraction of new businesses to the region. In addition, this area has substantial green energy opportunities with strong coastal winds, large powerful tides, and some of the highest photovoltaic potential in Canada. With limited space on the transmission lines for the export of energy, there is limited potential to take advantage of these opportunities. Aside from the status of the transmission system, a community energy planning document from the town of Bridgewater identified the cost of energy in their community as $89 million in 2016 alone, with potential for energy efficiency models to save businesses and residents a combined $2 billion by 2050. In February 2019, the Western Regional Enterprise Network, with funding support from the Department of Energy and Mines Low Carbon Communities Fund, contracted consultants at Sustainable Solutions Group, or SSG, to assist with the development of an energy investment plan for the Western region. Their objectives were to create a baseline of energy consumption to inform decision-making, to identify opportunities for energy efficiency improvements for existing and future buildings, to identify opportunities for green energy generation and storage within the region, and identify opportunities for district energy and heating, providing a market for waste wood from the forestry industry. Using a variety of data sources, including Property Valuation Services Corporation, Nova Scotia Power Inc., fuel sales data, WasteCheck, and our municipal partners, the consultants at SSG estimated that energy purchases in the Western region in 2016 amounted to $327 million, with the average household spending $5,800 annually on energy in its various forms, such as gas, diesel, firewood, furnace oil, and electricity. If opportunities can be found to reduce expenditures on energy generated outside of our region,
This can help to keep funds in the local economy and the pockets of residents and businesses. The highest energy demand in the region was attributed to both land and marine transportation, representing a combined 68%. As such, gasoline and diesel represented the highest energy sources. Electricity amounted to just 15% of energy demand in the region for 2016, though that percentage is expected to climb drastically over time with greater adoption of heat pump technologies and electric vehicles. Acknowledging that the region's electricity demands will only grow over time, there are two means to create space on the transmission lines. The first is to reduce demand by increasing energy efficiency and energy conservation at businesses, institutions, municipal buildings, and households. This can be done by improving insulation, installing more energy efficient appliances, adopting more energy efficient heat generators such as heat pumps, and using smart technology to optimize the times of day that the energy is used. While there are expenditures required to create these efficiencies, they will directly translate to cost savings over time. The second method is to increase the supply of energy by creating more green energy generation sites within the Western region, such as solar, tidal, wind, biogas, or district energy. This too will require expenditures, but they will translate into revenue over time. The additional benefits to these actions are that they would reduce the reliance on imported energy, thereby reducing the likelihood and duration of power outages. A list of 26 energy opportunities were identified by SSG that could improve energy efficiency and increase energy generation, all while lowering greenhouse gas emissions. They have been consolidated into categories which I will touch on quickly. Building retrofits and energy efficiency upgrades such as insulation improvements, water efficiency improvements, and heat pumps would lower the total energy required to heat buildings. Cellulose insulation made from waste wood or recycled newspaper has similar thermal performance to fiberglass insulation and can be blown into the wall cavities or installed as bats. Waste wood typically has a value of $110 per ton as fuel, while cellulose insulation is worth 10 times that amount. This creates a new market for waste wood. Electric vehicles will increase the reliance on electricity as a fuel source, but the efficiencies gained from the above two opportunities will more than compensate for them. Further, they are typically charged overnight, reducing the demand on peak hours. Hydrogen is useful as a fuel that has potential for the high energy demands of the marine transportation sector. Power to hydrogen uses periods of excess generation from renewable energy to generate hydrogen using electrolysis. The figure on the screen displays that the total energy consumed if these energy efficiency actions are implemented will roughly halve the total amount of energy consumed in the region. The clean energy scenario envisions the installation of 221 megawatts of combined wind and tidal energy, as well as 161 megawatts of solar PV, primarily for local consumption. Each installation would be accompanied by energy storage such as batteries to balance the inconsistent generation characteristics of these renewable technologies. The winds don't always blow, the sun doesn't always shine, and the tides slow 4 times a day. A share of the solar PV capacity will be installed on homes and businesses through a program such as net metered. Organic waste from the agriculture, fisheries, and forestry sectors has the potential to be used in an anaerobic digester, similar to the facility that had been running in Weymouth. It is estimated that the equivalent to approximately 300,000 liters of diesel could be generated each year from a site similar in scale to that in Weymouth. The figure on the screen displays that the total energy generated within the region will dramatically increase as the need for electricity increases over time. By 2050, it projects a scenario in which all the energy that the region needs is generated from within the region itself. Each of the opportunities in the Western Region Energy Investment Plan projects the net change in person years of employment
or job opportunities associated with them. In total, it is estimated that there is the potential to generate almost 4,800 person-years of employment by 2050, or an average of 160 jobs per year. While you'll notice that the transportation sector implies that there would be a rather steep decline in employment, this is primarily reflected in the manufacturing of road-based vehicles due to automation, and those jobs are not typically located within our part of the world. These jobs would often be the sort that would require post-secondary education, which would provide an opportunity for the region's Nova Scotia Community College Burridge campus and University St. Anne to develop and train the workforce. There is presently a global appetite for green energy and green energy technologies to combat climate change. In Canada, there is funding available through the Federal Investing in Canada Plan, with a total of $828 million for projects in Nova Scotia alone, of which green energy projects are applicable. Invest Nova Scotia has a fund for projects between $500,000 to $3 million, which includes green energy projects. And the federal Build Canada Small Communities Fund has a total of $42.6 million for Nova Scotia that includes a green energy component. In closing, the opportunities within the plan, if implemented, have the potential to lower energy expenditures through increased efficiencies, increase energy revenues through the generation and storage of energy, support our forestry and fisheries industries by offering markets for their waste streams, improve the region's energy security by utilizing locally generated energy, and create space on the transmission lines for the export of energy to other regions. The Western Regional Enterprise Network released a second request for proposals in August 2020 for implementation services to enact the actions located within the Western Region Energy Investment Plan. The work was awarded to MCC Energy Strategies, Inc. Their role will be to identify the top 2 to 4 opportunities located within the Energy Investment Plan, engage with relevant stakeholders such as private sector, industry organizations, Nova Scotia Power, etc., to identify relevant funding opportunities or financial instruments, and to submit application to those funds. The work is now underway and will continue into this winter. I would like to thank you all for your time. So maybe just to quickly recap on a few of the key points. Again, from an economic development perspective, we're interested in keeping more money circulating locally, controlling our own energy future, and the fact that it has the potential to create employment, innovative employment to retain some of our youth here, and also from an attraction perspective as well. This is a very high-level report, and as we said, we want to drill down and we want to identify the top opportunities, and we want to actively pursue those, and we'll be looking for projects that do have that region-wide impact. So we feel that there's great opportunity here to go after some really large-scale projects. We feel that now is the time, and that's what we'll be focusing on. So we're happy to open up the floor if you have any questions. OK. Y a-t-il des questions envers le conseil commun? Just wondering, as timeline, you said you submit applications for identified projects. Do you have a timeline, like next year, or it's kind of a... For the most recent consulting contract that we awarded, the timeline would be by the end of this fiscal that we would have those applications submitted for funding. Quelqu'un d'autre? Conseiller de vote? Merci, Monsieur le Sous-Préfet. On your presentation, it's mentioned that in 2016, that the cost per household was $1,500 or approximately. So would it be fair saying that now it is less now, or would it wouldn't be more, right? Would it be less, or like significantly?
Yes, in the low carbon scenario, it would be significantly less. I think that it comes down to $2,800 per civic address. That's not on the screen right now. Just to clarify. But was your question how 2020 compares to 2016? Or was it the future? Oh, okay. Yes, and hoping that it's going to even go down more. So is that our goal? Like we're going to, I mean, it can't go down to zero, but I mean, so that it was 5,800. So in 2016, so it's less now, probably. No? Okay. So, all right, darn. Probably not yet, as Okay. none of these actions have yet been implemented. If anything, over time, a lot of people's costs are going up, especially now with COVID-19 and people working from home. They're going to have heat expenditures coming into the winter season that they didn't really have to worry about in the past. So I think it'll be complicated this year. Yeah. Thank you. Quelqu'un d'autre? Sinon, I'd like to thank you for your presentation. A lot of important information and not much time, but I think it's a great advance that you're doing. Thank you. Avant d'aller à point 4, je vois que notre préfet est arrivé, ça fait que ma job pour chairer la réunion va passer au préfet. Premièrement, j'aimerais m'excuser pour être en retard. J'avais un rendez-vous à Halifax et j'aimerais remercier le sous-préfet pour présider la réunion dans mon absence. Ensuite, alors la 4 adoption des procès-verbaux. 4.1, le 15 juillet 2020, réunion régulière du conseil. Y a-t-il des erreurs ou des omissions? Sinon, motion à l'ordre. Proposé par conseiller Thibault, appuyé par conseiller Hill. Tous en faveur, indiquant disant oui. Count. Motion adopté. 4.2, le 2 septembre 2020, réunion du comité du conseil. Y a-t-il des erreurs ou des omissions? Proposé par conseiller Leblanc, appuyé par conseiller Deveau. Tous en faveur, indiquant disant oui. Count. Motion adopté. 5. Affaires découlantes des réunions précédentes. 5.1. Résolution financement du FCM pour le programme de gestion des actifs municipaux. Oui, merci. Lors de la réunion du comité du conseil, il y a 2 semaines, je vous avais parlé d'une opportunité qu'on avait pour accéder à du financement à travers de l'FCM ou Federation of Canadian Municipalities pour aider à défrayer les coûts associés avec la création d'un plan de gestion des actifs municipaux. C'est un plan qui n'est pas obligatoire encore, mais qu'on est parti dans cette route-là. Et sous peu, la province va exiger tous les municipalités de la Nouvelle-Écosse d'avoir un tel plan. Alors, dans le temps, il y a 2 semaines, on n'avait pas le montant exact de la contribution, mais on savait que le programme d'FCM pouvait aller jusqu'à un maximum de 90% si on travaillait de concert avec d'autres municipalités. À cause que la municipalité Clare est présentement dans l'Asset Management Cohort, on est en train de suivre un programme de formation et ça, on le fait avec 5 autres municipalités. Ces 5 municipalités-là ont accepté de faire part à la demande à FCM et lors de la dernière réunion du conseil, il semble avoir de l'intérêt autour de la table du conseil de poursuivre cette opportunité-là. Pour aller de l'avant avec ça, on n'a pas beaucoup de temps. La date limite pour appliquer, c'est la semaine prochaine. Et partie de la demande, c'est de soumettre une résolution de la part du conseil qui fait partie de votre paquet ce soir. En parlant avec l'Atlantic Institute, Asset Institute AIM, Asset Institute of Management, je ne me rappelle pas trop de l'acronyme, mais c'est AIM en tout cas. On nous dit que le coût à la municipalité comme partie de cette demande-là sera de 3 990 $ plus TVH. Alors, si on considère ce montant-là versus le montant de temps que le personnel aura besoin d'investir envers la rédaction de ce plan ici,
Pour moins de 4 000 ça représente, selon moi en tout cas, un très bel investissement de la part de la municipalité. Alors, ma recommandation ainsi que celle de notre directrice des finances, c'est qu'on poursuive avec la demande à FCM en partenariat avec ces autres municipalités-là et qu'on demanderait au conseil de passer la résolution ici ce soir, approuvant une contribution de 3 990 $ plus TVH envers le programme. So, si vous êtes tous d'accord avec ça, ça prendra quelqu'un qui veut lire la résolution du conseil peut-être. Be it resolved that the council directs staff to apply for a grant opportunity for the Federation of Canadian Municipalities Municipal Asset Management Program for asset management, inventory, and capital projects. Be it therefore resolved that the municipality of District of Clare commits to conducting the following activities in its proposed project submitted to the Federation of Canadian Municipalities Municipal Asset Management Program to advance its assets management program. Activity 1, prepare an inventory of major assets including roads, sidewalks, sewer, storm trails, fleet and municipally owned buildings and structures in spreadsheet and GIS. Activity 2, undertake conditions assessment of all. Undertake condition assessments of all municipal infrastructure. Activity 3, prepare state of infrastructure report, preliminary capital program, and fact sheets for public information. Be it further resolved that the municipality of the District of Clare commit $3,900 from its budget towards the cost of the initiative. Y a-t-il quelqu'un qui veut appuyer cette résolution-là? Motion pour adopter la conseil d'abord. Y a-t-il de la discussion sur la motion? On a pas mal discuté à la réunion du comité du conseil. C'était pas mal innovant. Alors, les micros, c'est on là pour So, êtes-vous paré pour la question? Tous en faveur indiquent en disant oui? Oui. Contre? Motion adoptée. Ensuite, alors la 6, rapport du préfet. Si vous voyez mon micro s'éteindre, vous me le direz. Je ne peux pas avoir. Le 28 juillet, j'ai assisté à une réunion spéciale du Conseil des gouverneurs. C'est une réunion via Microsoft Teams. Le 18 juillet, j'ai assisté au dévoilement du nouveau camion de pompiers du service d'incendie à Metegan. Ils ont eu leur camionnet. Le 12 août, assisté à une session de consultation comme partie du programme Tourism Public Spaces Development and Improvement animé par Upland. Ça, c'est le programme. Plusieurs de vous avez participé dans les consultations. Le 15 août, ici au bureau municipal, participé ou assisté au lever du drapeau pour la fête nationale de l'Acadie. La plupart des conseillers étaient là et c'était bien organisé par le département de récréation. C'était une belle journée. Le 15 août, plus tard dans l'après-midi, j'ai donné un discours au Grand Marche de la classe des finissants de SDC. Le 18 août, j'ai assisté à une deuxième session de consultation comme partie du projet Tourism Public Spaces Development and Improvement animé par Upland. Ça, c'était pour la plaque au Cap puis le parc Lance des Hirondelles. Moi, Yvon, moi, conseiller Leblanc était là comme conseiller de la région. Et le 21 août, assisté à une réunion organisée par l'APECA avec différents intervenants pour discuter la possibilité de plan d'action pour adresser le manque de logement dans la municipalité de Clare. Et avons discuté ça à la dernière réunion, ça me semble une motion, je pense, bien vite à être faite. Et le 14 septembre, c'était une réunion du bureau de direction de l'Université Saint-Anne, une autre fois par Microsoft Teams. So, je ne sais pas si vous avez des questions et passe à travers la CV. Sinon, alors la 7, présentation officielle des membres du conseil TIBA. Oui, merci. Comme madame de réunion du conseil, j'aimerais dire un grand merci
à tous les citoyens qui m'ont élu pour les représenter dans le district 3. Ça a été un honneur et un plaisir pour moi de travailler pour vous durant les dernières 8 années. Au préfet Wagner Leblanc et tous les conseillers qui forment une équipe concentrée et qui travaillent ensemble pour le bien économique, social et culturel de la municipalité de Clare. À Stéphane Cyr et tous les employés de la municipalité de Clare, cette équipe qui est trop plaisante et compétente, toujours prête à aider, ce qui fait le travail de conseiller beaucoup plus facile. Je voudrais dire un grand merci à tous. Je vous désire souhaiter bonne chance aux prochains conseillers qui sera élu au district 3 au mois d'octobre. Merci. Elle attend à la fin de la réunion pour dire quelques mots, mais puisque le conseil Thibault a fait, de la part du conseil, comme je savais toute une élection, puis de la part du conseil, j'aimerais te remercier pour ton service à ta communauté et ta district au nom du conseil et de tous les citoyens de la municipalité de Clare. Ça a été un plaisir de servir avec toi. Sans d'autres personnes questionnent que ton cœur est dans cette municipalité et dans la communauté acadienne. Tu as servi tes citoyens comme personne autre. Tu étais là pour jouer. Mais en faisant ça, tu as vraiment perdu ton sens de communauté. Tu as tout le temps regardé ce qui était bon pour toute la municipalité, pour avec ta district. Et une autre fois, c'était un grand plaisir de servir avec toi. Et je suis sûr que les autres conseillers sentent la même chose. Et te souhaitons du fun là, dans ton retirement, si tu veux appeler ça. Mais, je veux dire, que tu réalises que tu as fait du beau travail et tu as bien apprécié de la part de la communauté et du conseil. Je pense qu'il y a d'autres présentations officielles. Conseil comment? J'ai reçu une carte de remerciement de Marie-Adèle et Gilbert Deveau qui habitent à la Butte sur le chemin de l'allée des Blacks. Couple de semaines passées, le ministère de Transport et Renouvellement de l'infrastructure, comme la province, a installé un guardrail entre le chemin et la rivière. C'est un endroit qui était dangereux. La municipalité avait écrit une lettre à la province et avait fait une demande pour installer une rail là. Et puis, il va simplement lire quelques mots. Ça dit, de Marie-Adèle, ça dit « J'arrive de marcher dans l'allée des Blacks et je remarque avec surprise et avec joie que le ministère a installé une rail le long de la rivière. Un gros merci, c'était vraiment apprécié. Sachez que les piétons et les gens qui passent en machine se trouvent en sécurité. S'il vous plaît, passez ce message de remerciement aux autres membres du conseil. » Bien. Y a-t-il d'autres présentations officielles? Conseiller devant. Merci, M. le Préfet. Monsieur le Préfet, j'aimerais justement de prendre une seconde pour remercier les employés ici à la municipalité, notre staff en haut et en bas, pour le bon travail qu'ils font pendant un temps difficile, qu'il faut porter des masques et c'est pas facile avec le public des fois. So, j'aimerais justement prendre une seconde pour remercier nos employés de la municipalité pour le bon travail qu'ils font dans ce temps-ci. Merci. Je suis sûr que ce remerciement-là est secondé de tous les autres conseils. Y a-t-il d'autres présentations officielles? Sinon, alors la 8, correspondance 8.1, Robert Atario, Association Sentier de Clare, Rails to Trails Association. Monsieur Cyr, merci pour votre lettre du 4 mai 2020 dans laquelle vous nous informez que notre demande d'octroi au montant de 4 000 $ a été acceptée par le Conseil. Les membres de notre association veulent exprimer un grand merci à vous-même et aux membres du Conseil pour cette généreuse contribution. Cette contribution va nous permettre de poursuivre du beau travail d'entretien sur le sentier. Le travail cette saison sera concentré sur 2 aspects: contrôle de la végétation sur les côtés du sentier et faire du nivellement d'une section du sentier. Soyez assurés que le sentier est bien utilisé et fait une contribution énorme
aux besoins récréatifs et au bien-être des utilisateurs. Il faut également tenir compte que l'utilisation du sentier a un impact économique envers le commerce de la région. Meilleurs sentiments, Robert Alterio. Y a-t-il des questions ou commentaires? Sinon, alors la 8.2, l'honorable Lloyd Hines, ministre Transport et Renouvellement de l'infrastructure de la Nouvelle-Écosse. Warden LeBlanc, thank you for your letter dated March 26, 2020 regarding concerns about a guardrail on the Hilltown Crossroad between civic numbers 233 and 295 in Havelock. The operations supervisor has now had an opportunity to investigate and has determined that a guardrail would be warranted in this location. He indicated that the section of guardrail will be installed prior to the start of the winter season. If you should require any details regarding the installation, please contact the operations supervisor, Tony Hall, at 769-2192. Thank you for sharing your concerns. Sincerely, Lloyd P. Hines, Minister. This letter was dated on July 15th. They actually installed them a week later. And as in Brian's district, everybody was very appreciative of it. It's an excellent job, so thank you. And I know, Danny, you met with TIR. They went to visit the area, so I'm sure that helped as well. Ensuite, alors la 8.3, l'honorable Keith Caldwell, ministre des Pêches et de l'Agriculture. Aquaculture, excusez. Dear Warden LeBlanc, I'm writing to inform you about a funding program that the Nova Scotia Department of Fisheries and Aquaculture has launched and ask for your support. Nova Scotia is known for its clean coastal and ocean environment from which our seafood comes. Marine debris harms both our environment and our economy. Our seafood industry has been undertaking efforts to clean up our shores and oceans in some areas of the province, and we want to encourage and support these efforts. We have established the Marine Debris Cleanup Program, which provides financial support to remove debris from areas that are of commercial and social importance to the seafood sector of Nova Scotia. Please see the attached program package for more information. COVID-19 temporarily restricted the ability to conduct cleanups. Now that restrictions are changing and our province is entering a new normal, organizations may be able to consider cleanups that can be conducted safely following public health guidelines. The removal of debris from our oceans and shorelines will support the pristine image of our coastal communities and have direct benefits to tourism. I recognize that municipalities play a vital role in this effort, and I encourage you to consider your current and future involvement. Municipal waste and recycling charges can be an impediment to cleanup efforts. Waiving these fees for cleanup projects may be one way that you can provide support. If you have any questions about the Marine Debris Cleanup Program or would like to discuss your municipality's involvement, please contact Amber Creamer at 902-237-7146 or via amber.creamer@novascotia.ca. Yours sincerely, the Honorable Keith Caldwell. Oh, non, plus ou moins une demande de la part de Keith Caldwell. Le ministre, je ne sais pas quoi c'est que votre désir. Ça va avoir des problèmes avec ça. Ça, je ne sais pas quoi c'est que votre désir. Moi, je crois qu'on devrait prendre avantage parce qu'Arthur donne, je pense, donne à nous de l'argent pour des groupes qui veulent nettoyer. Mais ça, c'est, comme que je l'ai dit, c'est différent, je crois, vous dire. Moi, je crois qu'on devrait de prendre avantage s'il y a de l'argent ou whatever qui veut nous aider avec. On pourrait techniquement encore renvoyer une lettre dire qu'on est intéressé à participer. Pour watch-moi la langage. Gros, ils sont mieux. On pourrait envoyer une lettre, puis peut-être dire qu'on est intéressé de participer, puis Stéphane, tu peux voir quoi c'est que qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les aider, c'est que c'est ça.
Êtes-vous tous d'accord avec ça? Oui. Ensuite, alors la 8.4, Paulette Sweeney Goodwin, directrice générale Yarmouth Hospital Foundation. Dear Warden LeBlanc, with a deep sense of gratitude, I wish to express my sincere appreciation to the Council of the Municipality of Clare for the donation of $6,200 to the Yarmouth Hospital Foundation. Your generosity is like a warm ray of sunshine during these challenging days. With your support, as COVID-19 treatment and prevention protocols evolve, the Foundation can shift response strategies to meet the needs of your regional health center by channeling resources in new directions if needed. We're stronger together. Thank you for being there for the regional hospital. Kind regards, Paulette Sweeney Goodwin, Managing Director, Yarmouth Hospital Foundation. Questions ou commentaires? Sinon, alors la 8.5, Ian White, directeur des relations publiques, Western Counties Regional Library. Dear Mr. Sear, on behalf of the Western Counties Regional Library Charitable Association, I wish to thank the municipality of the District of Clare for its generous grant of $300 towards our 2020 Adopt a Book campaign. The generous and timely donation of $300 has been used to purchase 19 books for Senator Ambrose H. Cummell Memorial Library in Meteghan as part of the campaign. Each book has a nameplate placed in front noting that it was purchased from the funds provided by the municipality of Clare. We will thank the municipality of the District of Clare on radio CJLS Y95 and through our website and social media once the campaign begins September 8th. Should you have any questions, please do not hesitate to contact me. Thank you again for making our community that much better during a very difficult and unusual time. A charitable tax receipt and book invoices are included with this letter. Sincerely, Ian White, Public Relations Manager, Western Counties Regional Library. Des questions, des commentaires? Si? Merci, Monsieur le Président. Je voulais justement souligner l'importance du Adopt a Book Program comme représentant sur le comité des bibliothèques. À tous les ans, tous les bibliothèques, il y a des livres qui sont endommagés, il faut les remplacer. Il y a des livres qui sont au point retourner. Ça force tient les livres dans les bibliothèques à un niveau qu'il n'y en a pas accès à rien. C'est justement pour vous souligner l'importance de l'Adopt a Book Program. Merci. Merci, conseiller Devon. Y a-t-il d'autres questions ou commentaires? Sinon, alors la 9, rapport du directeur général. Oui, on va juste faire un petit survol sur quelques dossiers, puis ensuite une petite mention de la situation ou la position financière de la municipalité en date du 31 août. Sur le dossier d'Internet rural, Develop Nova Scotia, comme vous le savez, a annoncé les bids ou les winning bids comme partie du deuxième RFP. Ça a été annoncé, je pense, il y a 2 semaines maintenant. Les contrats ont été accordés à Bell Canada. Alors, pour la municipalité de Clare, ce que ça veut dire, c'est qu'il va y avoir environ 614 adresses ou des résidences ou des compagnies à travers la municipalité qui auront maintenant accès à un service d'Internet à fibre optique. Et ceci, c'est surtout le long de la route 340. Alors, on parle ici des communautés de Southville, de Hassett, Hilltown, Easton, Havelock, New Tuscott, Carberry, Moody's Corner, Cedar Lake et Beaver River. Alors, ce contrat ici vraiment complémente déjà le réseau de fibre optique. La municipalité est en train de travailler avec Mainland Telecom dessus. Si on rajoute ces 614 adresses-là aux 4600 résidences et commerces qui seront déjà couverts avec le réseau que Mainland est en train de construire à l'heure actuelle, on parle environ de 5200 maisons, résidences, commerces dans la municipalité de Clare qui auront accès à un service d'Internet à haute vitesse. Alors, c'est vraiment un projet transformateur pour la communauté de Clare.
Notre programme de Tourism Public Spaces Development and Improvement, le préfère souligner plutôt qu'au cours de l'été, on a eu 3 sessions d'engagement avec des intervenants clés de la communauté. La première session, c'était une session virtuelle avec les membres du conseil le 12 août. Et l'ensemble du conseil a participé à cette session-là. La deuxième session avait lieu le 18 août et on a souhaité la bienvenue à 17 participants pour discuter spécifiquement du parc Joseph-Marie Dugas-Billy-West Cove ainsi que la Pointe-à-Major. Et finalement, la troisième session a accueilli 14 participants pour discuter les parcs provinciaux de Mavillette et de Lens aux Hirondelles ainsi que le parc du Fort au Cap-Sainte-Marie. Lors de la visite des consultants à Clare le 18 et le 19 août, ils ont également fait une tournée à Wentworth Park, accompagné de notre gérant des loisirs et Titus. Cette même date-là, notre gérant de tourisme, Larry Peach, s'est rencontré avec Darlene McDonald et Michel Serran de Tourism Nova Scotia au parc au Cap pour vraiment faire un survol et une mise à jour du programme. Plus tard cet automne, c'est-à-dire en octobre et novembre, les consultants seront de retour à Clare pour vraiment faire d'autres sessions plus détaillées pour proposer, pour vraiment nous dévoiler davantage les concepts qu'ils ont pour chacun de ces lieux-là. Pour ce qui est du centre des anciens combattants, ça, on va le discuter sous Nouvelles Affaires 11.7, alors j'attendrai à ce temps-là. Juste une petite mise à jour sur le centre communautaire à Havelock. Le SHEPCOM a complété leurs travaux. On avait sorti un tender et ils ont rempli leurs obligations d'après le tender. Les travaux sont complets. De plus, on a réussi à compléter quelques travaux qu'on juge nécessaires. On a peinturé l'intérieur de l'école, les corridors, les salles de bain. On a fait l'application d'une anti-slip surface pour les accès pour les fauteuils roulants, les wheelchair ramps. On a ajouté des cabinets pour du rangement. Et on a remplacé des poignées de porte, etc., des choses de même. Au niveau pour l'electrical, Codan Electrical a remplacé tous les prises électriques et les switches dans le corridor principal de l'édifice. Il y a 2 nouveaux réfrigérateurs qui ont été commandés qui seront arrivés bientôt. Pour moi, une partie importante de ce programme, c'est qu'on a pu faire et que je suis fier qu'on a pu faire, c'est le terrain de balle derrière l'école. On a Spec Resources a réussi à ôter tous les grosses roches et remplir les trous. Alors maintenant, on pourra régulièrement tourner ce gazon-là et le parc pourra de nouveau servir à la communauté parce que pour plusieurs années, à cause de l'état qui était dedans, l'entretien du parc était presque impossible. Alors, la communauté peut s'en servir. C'est un manque pour la communauté. On a également ôté le vieux backstop et la clôture et les poteaux. La clôture, on l'a maintenant en entreposage ici à la municipalité. Notre projet de communauté accueillante, lors de la dernière réunion au mois de juillet, je vous avais dit que la municipalité est en train de faire quelques révisions qui nous avaient été suggérées par l'IRCC au plan qui avait été soumis de la part de la municipalité par le réseau d'immigration francophone de la Nouvelle-Écosse et Martin Teberge, consultant. Ces révisions ont été effectuées par le staff ici à la municipalité et le budget a été révisé en conséquence. Et tout ça a été soumis à l'IRCC pour leur approbation. Aussi, on avait été sur une campagne pour essayer de nous mettre les mains sur des lettres d'appui de la part de la communauté. Et jusqu'à date, on a un bon support pour le projet. Jusqu'à date, on a reçu un total de 8 lettres d'appui qu'on a également fait parvenir à l'IRCC pour démontrer vraiment qu'il y a un buy-in dans le projet de la part de la communauté. Tout ça pour dire que les discussions avec l'IRCC demeurent très positives jusqu'à date et on souhaite pouvoir signer l'entente, ça fait longtemps que je le dis, mais d'ici quelques semaines. Le breakwater à Billy-West Cove, comme vous savez, le quai du Nord a besoin d'être réparé suite à des dommages qui ont été subis l'année dernière durant les mois d'hiver. Jusqu'à date, on a reçu notre permis de DFO et de Transport Canada pour faire les travaux nécessaires.
On attend toujours le dernier permis de DNR de la province pour aller de l'avant avec le programme. J'ai parlé à DNR plus tôt cette semaine. Ils ont demandé une mise à jour pour voir exactement où est-ce que où est-ce que la demande de permis est rendue. Et j'espère avoir des nouvelles sous peu. Notre plan, c'était de pouvoir commencer la construction ou les travaux nécessaires plutôt au mois d'octobre parce qu'on sait qu'on a seulement une période limitée de temps pour faire le travail avant que l'hiver arrive et ce n'est pas un petit progrès. Alors, on espère qu'on aura le contrat de la province d'ici quelques semaines pour assurer qu'on puisse commencer les travaux tels que prévu. Finalement, en termes de mise à jour de projet, notre demande à la province, l'Office des affaires acadiennes et de la francophonie pour la livraison du financement pour aider à défrayer les coûts associés à la livraison des services en français de la part de la municipalité est toujours en considération. On n'a pas eu de nouvelles encore. Là aussi, on souhaite avoir des nouvelles sous peu. Juste pour un rappel au conseil et demande du public, on a été appuyé par les affaires acadiennes pour les derniers 2 ans, d'un montant de 40 000 par an pour les derniers 2 ans, qui est grandement apprécié. Au niveau de la position financière de la municipalité, en date du 31 août 2020, la municipalité avait 8 279 327 $ en revenus versus des dépenses de 4 820 039 $ pour un surplus de 3 459 288. Encore en date du 31 août 2020, la municipalité avait une balance de 3 595 802 $ dans son compte opérationnel, 233 028 $ dans son compte pour des projets capitaux et un total en réserve de 5 587 240. Là, ce montant-là peut augmenter de la manière suivante. Notre réserve opérationnelle, 968 376. Notre réserve pour des projets capitaux, 3 53 202. Notre landfill closure reserve, 330 810. Et notre gas tax reserve, 1 234 852. Alors, au niveau de notre position financière, on est bien. Si, avec COVID, il y a toujours l'inquiétude au niveau de la capacité de la municipalité de générer du revenu, surtout au niveau de la collection de taxes. Alors, juste pour vous donner un peu d'informations au niveau de notre comparaison pour la même période, notre comparaison de nos résultats de cette année comparés à la même période l'année dernière. Alors, si on regarde la période du 1er avril au 31 août 2020, on a eu un total de 5 376 931 en dépôt. Ça, ce n'est pas seulement des taxes, c'est toutes sortes des dépôts des octrois de la province, tout. Si on se compare à l'année dernière, 2019, pour la même période, on avait eu 5 456 491. Alors, on parle juste d'une variance là, de 79 560, qui est vraiment pas beaucoup, étant donné les difficultés associées et les défis associés avec COVID-19. Si on regarde purement au niveau des impôts, des taxes collectées de la part des résidents et des commerces dans la municipalité, du 1er avril jusqu'au 31 août 2020, on a ramassé 6 652 614. L'année dernière, pour la même période, on avait ramassé 6 968 $ et 438. Alors là, une variance de 315 824 $. Encore là, avec tout ce qui se passe, moi, je trouve qu'on fait très, très bien de ce niveau-là. Les gens, les résidents de Clare, les compagnies de Clare sont en train de payer leurs impôts. Alors, merci beaucoup. Et on sait que la date limite pour payer les impôts sans se faire charger de l'intérêt est à la fin du mois de septembre. Alors, on s'attend que d'ici les prochaines couples de semaines, on ne sera pas surpris de voir ces chiffres-là augmenter et cette variance-là rapetisser. Alors, en gros, financièrement, là, la municipalité Clare est dans une très bonne position. C'est mon rapport. Merci. Avez-vous des questions? Sinon, alors la liste, rapport.
Rapport des 10.1, rapport des permis de construction. Yes, I actually have two reports, one from July and one from August. In July of 2019, there was 125 permits issued up to that date with $5.8 million of construction. And July of this year, there was 133 permits, 6 Oh, sorry. Okay, I'll start over, okay? July of 2019, there was 125 permits with $5.8 million of construction. And July of this past year, there was 133 with $6.1 million of construction. And for August of 2019, there was 151 permits issued up to that date, with $6.4 million of construction. And August 2020, there was 172 permits with $6.6 million of construction. So both months has the same pattern. We're up both months in this year, so it's looking pretty good. As-tu des questions? Sinon, alors la 10.2, comité de vérification, conseil commun. Merci. Comme mentionné plus tôt par le directeur général Stéphane Cyr, le comité de vérification se rencontre le 9 septembre avec les vérificateurs pour repasser les états financiers de la municipalité pour l'année fiscale se terminant le 31 mars 2020. Durant la réunion, les vérificateurs ont souligné la bonne situation financière de la municipalité, ainsi que la coopération qu'ils ont reçue de la direction et des employés lors de leurs engagements. Comme indiqué plus tôt, de nouveau, la municipalité a reçu un avis de vérification sans réserve, un clean audit opinion. Et donc, le comité de vérification recommande les actions suivantes. La première est que le surplus opérationnel de $631 022 pour l'année fiscale 2019-20 soit transféré du fonds opérationnel au fonds de réserve opérationnelle et que la municipalité du district de Clare approuve les états financiers vérifiés 2019-2020 pour la municipalité du district de Clare tels que préparés par Grant Thornton. Ce sont les deux recommandations. Merci. As-tu des questions? Sinon, alors, la 11 nouvelles affaires. Avant d'embarquer dans les nouvelles affaires, n'était pas ici pour les déclarations de conflit d'intérêt. So, motion 11.5, puis la motion 11.6 va me déclarer en conflit, c'est que le sous-préfet va présider ces deux items-là. So, alors, la 11.1, motion pour transférer 731 022 $ du fonds opérationnel au fonds de réserve opérationnelle. C'est quelqu'un qui est par faire la motion au conseil devant. Merci, Monsieur le Préfet. Je propose que 731 022 $ du surplus opérationnel pour l'exercice financier 2019-2020 soit transféré du fonds opérationnel au fonds de réserve opérationnelle. C'est quelqu'un qui appuie ça, appuyé par le conseil Leblanc. As-tu de la discussion sur la motion? Tous en faveur, indiquant en disant oui? Oui. Quand? Motion adoptée. 11.2, motion pour approuver les états financiers 2019-2020 vérifiés. Conseil Potier? Je propose que la municipalité du district de Clare approuve les états financiers vérifiés 2019-2020 pour la municipalité du district de Clare tels que préparés par Grant Thornton. C'est quelqu'un qui va appuyer ça? Appuyé par conseil Hill. As-tu de la discussion sur la motion? Parlez pour la question? Tous en faveur, indiquant en disant oui? Oui. Quand? Motion adoptée. 11.3, motion pour accorder une subvention au Chevalier de Colomb.
parler un petit peu là. Comme vous l'avez dit plus tôt, ça c'est beaucoup des motions qu'on va trouver dans Nouvelles Affaires, c'est des sujets qu'on a discutés en profondeur lors de la réunion du comité au conseil. Mais juste pour ceux qui nous écoutent aux ondes et pour un petit rappel ici ce soir, les revendications avaient approché la municipalité pour de l'appui avec des rénovations à leurs édifices. Au lieu d'appuyer un petit projet, sachant que le groupe avait plusieurs projets et travaux qu'il voulait faire à l'édifice, on a suggéré au groupe de poursuivre un plus gros projet, approcher la province pour la possibilité de financement. Ryan Flynn, notre agent de développement économique, a travaillé de près avec le groupe et ils ont réussi à avoir de l'argent de la province. Avec cet argent-là et le montant qui nous a été demandé à la municipalité de 10 000 $, en plus du 5 000 que les autres sont en train d'investir de leur propre fonds, le groupe sera en mesure de faire presque tous les travaux qu'ils voulaient faire à leurs édifices. Alors, la recommandation du personnel, c'est qu'on accorde le montant demandé de 10 000 $ pour permettre au groupe de faire vraiment tous les travaux qu'ils veulent faire cette année, à la place de faire un petit montant tous les ans et remettre ces travaux-là plus tard. Comme ceci, ils pourraient s'organiser et tout le faire maintenant. Est-il quelqu'un qui va conseiller devant? Merci, M. le Président. Je propose que la municipalité du district de Clare accorde une subvention de 10 000 $ au Clare Columbus Club pour la rénovation de son bâtiment et que les fonds soient pris des octrois pour les organisations. Est-il quelqu'un qui va appuyer ça, appuyé par le sous-préfet? Y a-t-il de la discussion sur la motion? Faut même la règle de dire que c'est une bonne approche de la part des conseils. C'est une bonne approche de la part des conseillers de pousser l'octroi jusqu'à temps qu'ils puissent appliquer à la province, parce qu'en faisant ça, vraiment, ça les a aidés. Même que c'était peut-être difficile de dire non autant, alors je crois que c'était la bonne décision. Vous parlez pour la question? Tous en faveur, indiquant en disant oui? Oui. Quand? Motion adoptée. Alors, la 11.4, puis on va passer la place au sous-préfet à Doussa. Alors, 11.4, la motion pour abroger une motion du 17 juin 2020, piste d'athlétisme. C'est quelqu'un qui va faire la motion? Conseiller Hill? I move that the municipality of the District of Clare rescind the following motion from June 17th, 2020. Moved by Councillor Eric Potier and seconded by Councillor Carl DeVoe that the municipality of the District of Clare approve funding for the proposed track and field facility at University St. Anne in the amount of $400,000 and that these funds be taken from the municipality's operating reserve. Y a-t-il un secondeur? Conseiller DeVoe? Tu de la discussion sur la motion? Tout en faveur? Oui. Contre? Motion passée. 11.5, motion pour approuver le financement de pistes d'athlétisme. C'est quelqu'un qui va faire la motion? Conseiller Potier? Je propose que la municipalité du district de Clare approuve le financement pour la piste d'athlétisme proposée à l'Université Sainte-Anne au montant de 400 000 $ et que ces fonds soient pris de la réserve à capital de la municipalité. Y a-t-il un secondeur? Conseiller Thibault? Y a-t-il de la discussion sur la motion? Sinon, une motion, on t'a approuvé la motion? Tu es en faveur? Oui. Contre? Motion est passée. Tu fais donc 11.6 aussi? OK. 11.6, ça prend une motion pour signer un bail de 10 ans avec l'Université de Sainte-Anne.
Y a quelqu'un qui est prêt à faire la motion? Conseiller Thibault. Je propose que la municipalité du district de Clare signe un bail de 10 ans avec l'Université Sainte-Anne avec option de renouvellement pour confirmer l'utilisation du terrain sur lequel la piste athlétisme proposée sera située, ainsi que la responsabilité de l'administration et de l'entretien continu et de l'installation est comme un moyen d'assurer l'accès à la communauté à long terme. Y a-t-il un secondaire? Conseil de vote. Y a-t-il la discussion sur la motion? Non. Tout en faveur? Oui. Contre? Motion accomplie. Je vais demander au préfet de revenir. Finir les motions. Pour de l'information, le conflit, on me trouve vice-président du conseil des gouverneurs sur toutes les motions à faire avec l'université, techniquement, moi, mettons en conflit d'intérêt. Ensuite, alors la motion 11.7, motion pour le financement supplémentaire Tourism Public Spaces Development and Improvement Project. Ici. Si vous me permettez, pour ce point-ci, on va le discuter en anglais à cause que beaucoup des courriels et des informations que j'ai sont uniquement en anglais. So if you recall, going back, the Tourism Public Spaces program was project was originally approved by ACOA, following a public tendering process in which six companies bid on the RFP, and ultimately, after a vetting process, the contract was awarded to Upland. As part of RAD Architects was a part of Upland's team as part of the redesign of the structures situated on these parks. Around that same time, in discussions with ACOA, it was recommended that we take a look at the Veterans Center, specifically the facade. If we could look at, perhaps coming up with some concepts for the redevelopment of the facade and even the outer shell of the building, focusing mostly on modernizing the building, but focusing on two things: one, energy efficiency, and secondly, but certainly not last, accessibility to the building, making sure that it was accessible to everyone. So the additional cost for that engagement was $20,000. So RAD, being part of the winning team, undertook that piece of work. So it was a $20,000 add-on to the project, of which ACOA financed 75%, or $15,000. So the net incremental cost to the municipality was, at the time, was $5,000. So as part of that work, we were given, or what we had requested and what they provided us with, was a complete set of as-built drawings for the building, which was something that we didn't have, but was something that we felt important to get. Schematic design phase, which they would basically provide us with. We asked for 3 options for a new look and feel for the exterior of the building. They actually went above that and provided us with 4, and then narrowed that down to the final product, which we presented earlier at a previous council meeting, which garnered the support of council. There was also the design for the development phase, which was basically drawings to looking at different exterior options, elevations, and so on, which also were completed. And they also looked at detailed drawings, also for the envelope and site visits. So basically, those were what we had requested from the architects at the time, and that's what they have provided us with thus far. In our efforts to move this project forward, to get it to a point where we can apply for funding, we have continued to ask little extras from the architects, which they've generously provided. But we've come to a point now that we need additional information, we need additional design drawings, which we need specs and so on.
which for a project of this size and scope, it's above anything that we can produce in-house. These are basically architectural or engineered prepared plans. So at the last meeting 2 weeks ago at the Committee of Council, I presented to Council, and Council approved a motion for additional funding of up to $30,000. Basically, so of that was broken down into Class C cost estimates, $3,000. Additional drawings from the architects, as well as the cost of sub-trades. So here we're talking mechanical, electrical, and civil engineering of $13,000. So that brings us to 16, plus $6,800, which was for the cost of the specifications of once it's all designed, what are the materials and so on to build it, so we can prepare our tender package and go and issue that to encourage contractors to bid on the project. So that brought it roughly to 23,000, roughly. So the motion at the time was to, the recommendation to council, which council accepted, was to approve a motion of up to $30,000 to allow for that work to happen and ultimately move the project forward, and allowing us a buffer if there were any unforeseens, which we hope there wouldn't be. During that meeting, I received an email from RAD Architects, which basically provided more detail or costing estimates in terms of what the cost for the sub-trades would be. My thought was that within $30,000, within the $30,000 that we had allotted enough for these sub-trades, which is basically, and for the most part, engineering. Unfortunately, we were low. The email basically pegged those costs at give or take $20,000. So, which means if we were to go to the full amount of $30,000, we were still $15,000 short. So the recommendation this evening, because first of all, unfortunately we don't have any engineers, any standing offers with engineers, and we don't have any engineers on staff. We have dealt with various engineering firms in the past, but I'm not convinced bringing them in now in the project will necessarily result in any cost savings, because they're coming in new to a project they're unfamiliar with. And so I don't think we'll necessarily save any costs, and I think it'll probably slow us down, and if anything else. RAD has consultants that they deal with regularly, and that they can bring into this project probably easier than we can. In terms of a procurement, again, I would remind council that this is a change order. RAD was the chosen group as per the public procurement process that we followed. So there's no issues in terms of procurement here. It's more a question of it's more money than we had expected. Unfortunately, it's more money than I requested a mere 2 weeks ago. That being said, if we look at, we don't have a cost estimate for the building as of yet, but we're proposing a major renovation, a major add-on to that building, which based on the drawings we know will be costly. If we look at what we can expect that extension to cost, I'm quite confident that even at $50,000, we'll be well within the 10% of what normally, this type of planning work, engineering work for projects of this scope. I'm told it's usually within the 10% range. In this case here, even at $50,000, we're well within, I think, well within that 10%, even though I don't know what the cost of the building will be. If we were to say, a range of $800,000 to $1 million, perhaps, again, not sure. We're at $50,000, we're still, I believe, getting good value for money. Actually, we'd be at $55,000, the cost to the municipality. It would allow us to move the project forward in probably the most efficient way. My hope is that if we can get this piece of work done in a fairly reasonable time frame, that we can look at possible funding opportunities for this fall. I have been speaking to different federal agencies as to what funding opportunities are available.
in terms of infrastructure funding, it's looking less and less likely that we can apply to Invest in Canada program, but there are other funding streams, more traditional funding streams that we've used in the past that I think this project could be of interest, which I'd like to pursue. But again, for us to be able to pursue it, we need to have these cost estimates to finish our application. We need to have the specs completed to be able to prepare a tender package to go to tender, so we can actually have contractors bid on the project. And to get to those 2 points, we need to have the drawings complete prior to that. So again, that's why my recommendation for council's consideration this evening is that we move forward, but rather than have a motion that's say up to the 30,000, with council's permission, I'd like to increase that motion to read up to 50,000. Je ne sais pas quoi c'est que votre désir. C'est qu'il y a un désir d'aller avec la recommandation. Il y en a deux motions sur la table. Ça fera une pour un amendement de la motion originale, puis là, une motion sur la nouvelle motion, la motion avec les rangs. Je ne sais pas quoi c'est que votre désir en termes de la recommandation, mais conseil de vote. Merci, M. le Préfet. Je sais que le montant, c'est pas mal de plus que ce que l'on va décider une couple de semaines passées. Mais moi, mon idée, c'est que des fois, faut dépenser un petit peu d'argent pour avoir, surtout des projets de cette taille-là. Il faut dépenser des moyennes sommes d'argent pour s'avancer. Mon idée, c'est que moi, je suppose qu'on mette le 50 000 à la place du 30 000. As-tu quelqu'un d'autre qui veut s'exprimer, conseiller Potier? Avec un projet de la magnitude qu'on parle, ça ne va pas faire une grosse différence. Puis moi, je pense qu'il faudrait que ça soit fait bien parce que ça va être comme un staple de la municipalité de Clare. Ça va être ça qu'on va emmener le monde important. Et là, alors, tout notre stuff. Je ne crois pas que c'est hors de raison pour mettre avec la sage du projet qu'on propose. Donc, je suis porte la recommandation de M. Debeau. Moi, je suis d'accord avec conseiller Potier et conseiller Deveau. Je pense que c'est un bon projet, c'est un projet qu'on a besoin et 20 000 pièces d'euros pour faire la différence. Pardon, 17. As-tu quelqu'un d'autre? Moi, je suis d'accord. Ce n'est pas nécessairement le montant, mais moi, ça me semble que c'est important dans la discussion autour du procurement, pour faire sûr que nous faisions toutes les choses en ordre avec nos policies. Puis de ça, je comprends que tu es solide à recommander au conseil qu'on fasse cet amendement-là, puis ça t'invente dans des politiques de la municipalité. Je crois qu'il y a un consensus pour aller de l'avant avec le 50 000. Ça prendra une motion pour faire un amendement à la motion à recommander au conseil qu'on fait la dernière réunion de changer de 30 000 jusqu'à 50 000. Ça, nous avons quelqu'un qui va faire cette motion-là, proposée par le conseil Leblanc. Nous avons un appuyé par le conseil Deveau. Nous avons de la discussion sur la motion pour l'amendement même, pas la motion, mais l'amendement de 30 à 50. Sinon, êtes-vous prêts pour la question? Tous en faveur, indiquant en disant oui? Oui. Count. OK. So, avons essentiellement une motion neuve qui est jusqu'à 50 000. So, là, ça prendra quelqu'un qui propose, qui veut faire la motion avec l'amendement. Conseiller Thibault? Je propose que la municipalité du district de Clare contribue un montant additionnel jusqu'à 50 000 au Tourism Public Space Development and Improvement Project pour l'achèvement de schéma technique par AHED, architecte pour le centre des anciens combattants qui comprend tous les sous-métiers structurels, mécaniques, électriques et civils, ainsi que les estimations du coût et les spécifications du programme.
et que ces fonds soient pris de la réserve opérationnelle de la municipalité. Y a-t-il quelqu'un qui va appuyer ça? Conseiller Hill, y a-t-il de la discussion sur la motion? Donc, dire à moi-même, le prix veut dire, quand on parlait la dernière réunion du conseil du 30 000, ça me paraît, ça va être une manière de vraiment content de voir le nombre. Le nombre de 50 à moi est peut-être une minute plus réaliste. Parce que tu regardes ça que ça coûte pour faire du travail même, ça coûte cher. Parce que tu regardes ça. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut s'exprimer. Vous parlez pour la question? Tous en faveur, indiquant en disant oui? Oui. Quand? Motion adoptée. 11.8, motion pour accorder une soumission réparation pont du parc Joseph et Marie Dugas. Le pont du parc Joseph-Marie Dugas a besoin de réparation. C'est surtout au niveau du decking. On a fait évaluer, le pont appartient à la municipalité, mais on a demandé de l'appui du TIR pour simplement en faire l'évaluation. Ils ont venu regarder le pont. Le pont est solide au niveau structurel. Le pont même n'a pas besoin d'être remplacé. C'est juste le decking qui est vieux et qui a besoin d'être remplacé. Alors, on a invité 3 contracteurs de la communauté à soumissionner sur le projet. Et basé sur les soumissions qu'on a reçues, on recommande d'accorder le contrat à Blue Bay Construction Limited. Le montant de la soumission à Blue Bay était à 5 600 plus TVH. C'était pour remplacer le premier level de decking. À l'intérieur de sa soumission, il nous a également suggéré, tant qu'à y être, de faire le deuxième niveau aussi. Ça leur excitait, c'est que le premier niveau aussi est en magané que ça. Le deuxième va sûrement commencer à l'être aussi. Alors, pour le 1 000 de plus, il recommande de faire les deux, qui amènerait le montant à 6 600 $. Alors, la recommandation, sachant que Blue Bay à 5 600 $ était le plus bas des 3, c'était le low bid. La recommandation du personnel au conseil, c'était d'accepter l'offre ou la soumission de Blue Bay Construction Limited. Il inclut le 1 000 $ d'extra pour faire les deux niveaux de decking. Et comme ça, on vous demanderait de passer une motion ce soir pour approuver le montant total de 6 600 $ plus TVH. Quelqu'un qui pourra faire la motion, s'il vous plaît? Je propose que la municipalité du district de Clare accorde la soumission pour les réparations du pont au parc Joseph et Marie Dugas à Blue Bay Construction Limited au montant de 6 600 plus TVH et que ces fonds soient pris de la réserve en capital de la municipalité. Y a-t-il quelqu'un qui va appuyer ça? Appuyé par conseil de vote? Y a-t-il de la discussion sur la motion? Je crois qu'il est prêt à l'air avec le backhoe est à l'heure. C'est pareil. So, êtes-vous paré pour la question? Tous en faveur, indiquant en disant oui? Oui. Contre? Motion adoptée. 11.9, motion pour la contribution de fonds, stratégie de logement et plan d'action. Comme qu'on a mentionné il y a 2 semaines et comme que le préfet a touché dessus durant son rapport, on s'est rencontré avec des représentants de l'APK et des intervenants clés du secteur privé pour discuter de nos défis quand ça vient du logement de la municipalité Clare. Les entrepreneurs ou les entreprises, nos grands employeurs dans le coin sont en train d'avoir des défis pour trouver du logement pour leurs employés. Et vraiment, c'est quelque chose qui les empêche de grandir comme entreprise ou de prendre de l'expansion. Il n'y a juste simplement pas de logement ou très peu de logement dans la municipalité, encore moins de logements à louer. Mais les défis de logement, ça ne se limite pas seulement aux intérêts du secteur privé, il y a également pour les familles à faible revenu, il y a également pour les personnes âgées. Alors vraiment, au niveau à l'intérieur de la municipalité Clare, il y a beaucoup de défis quand ça vient du logement tout court. Alors, en discussion avec l'APK, il semble vraiment avoir une volonté de la part de la RANS de nous aider à travailler sur ces problèmes-là, trouver des solutions tangibles qu'on peut implanter dans le court et le long terme. Mais pour s'y mettre, pour s'attaquer à ce défi-là, la première étape qu'on a identifiée, c'était vraiment la rédaction d'une stratégie, d'un plan d'action
avec, comme vous dites, des actions concrètes pour vraiment quelque chose qu'on peut mettre en place dans les prochaines quelques années. Alors, l'APEC, lors de nos discussions, a dit qu'il serait prêt à défrayer 75% des frais de cette étude-là. On n'est pas certain qu'est-ce que ça pourrait coûter, évidemment, parce qu'on n'a pas été à un RFP encore. Mais alors, simplement pour avancer la demande de financement pour nous permettre d'aller à un RFP, on a tiré un nombre et l'APEC a accepté. On a ici qu'on se dit, comme base, que l'étude, ça pourrait être une étude jusqu'à 100 000 $. Seriez-vous prêt à en financer 75%? Et la réponse était oui, si la municipalité serait prête à financer la balance de 25%. Alors, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup de valeur dedans. Les membres du secteur privé, eux autres, sont prêts à travailler avec nous autres en allant de l'avant pour trouver des solutions à ces problèmes ici. Parce que c'est dans le meilleur intérêt à tout le monde de trouver des solutions pour que ces entreprises-là puissent s'agrandir et puisque nos résidents puissent avoir des lieux de qualité à rester dedans. Alors, la recommandation de moi-même et du personnel, c'est qu'on propose une motion ici ce soir pour contribuer à 25% des coûts de l'étude jusqu'à un maximum de 25 000 $. Y a-t-il quelqu'un qui va faire la motion pour ces deux? Si. Je propose que la municipalité du district de Clare contribue un montant égal à 25% du coût d'une stratégie de logement et de plan d'action proposé pour la municipalité jusqu'à un montant maximum de 25 000 $ et que les fonds soient pris du réserve opérationnelle de la municipalité. Quelqu'un qui va appuyer ça? Appuyé par le conseil Potier. Y a-t-il de la discussion sur la motion? Je crois que c'est extrêmement, pour la municipalité de Clare, ou tous les ruraux, je veux dire, la question de santé des médecins, pour nous autres, pour travailler l'Internet, puis là, je dirais, ça, c'est aux deux priorités que le conseil va pencher dessus dans les derniers temps, et ça va de l'avant. Je dirais que le troisième gros défi pour la municipalité pour grandir, c'est le logement. Puis je crois qu'il faut adresser ça. Alors qu'on va faire un gros pas de l'avant. C'est ce qui fait que moi, je suis vraiment content de voir la municipalité embarquer dans ce projet ici. Je crois que ça peut faire une vraie différence dans la vie du monde et des résidents, et à venir des résidents de l'extérieur dans notre municipalité, qui a vos besoins de faire. So, moi, certainement, je dirais que ça je vous l'appuyer, mais c'est excitant, c'est un projet qui, vraiment, que je suis excité de voir ce qui va sortir dans les prochaines années. So. Y a-t-il d'autres discussions sur la motion? Tous en faveur, indiquant en disant oui? Oui. Contre? Motion adoptée. 11.10, motion pour écrire une lettre Clare Organization representing persons with disabilities. On a été approché par CORD pour essentiellement une lettre d'appui. La gestion du café Lissoté au rendez-vous de la baie, c'est CORD qui s'en occupe. Ils nous ont approché parce qu'ils sont en discussion avec l'atelier de Clare pour vraiment faire le transfert de l'ownership et de la gestion du café de CORD à l'atelier. Et vraiment, ça fait partie d'un plus gros processus qui est l'amalgamation de ces deux groupes-là. C'est quelque chose qui travaille dessus depuis longtemps et certainement c'est quelque chose que je pense qu'en tant que municipalité qu'on appuie. À cause d'un MOU qu'on a en place à cette heure entre nous autres et l'Université Sainte-Anne par rapport à la gestion de ces lieux-là qui sont le rendez-vous de la baie, pour que CORD puisse faire ce transfert-là de la responsabilité de gérer le café à l'atelier de Clare, ils ont besoin de la permission de l'université et de la municipalité. Ils ont déjà eu des discussions avec le recteur de l'université, M. Surette, qui leur a vraiment accordé sa permission et son appui. Alors, ma recommandation au conseil, ce serait vraiment que la municipalité fasse la même chose et qu'on envoie une lettre d'appui à Monette Robichaud comme quoi qu'on appuie le transfert de la gestion du café.
Y a-t-il quelqu'un qui va faire la motion? I move that the municipality of the District of Clare write a letter to the Clare organization representing persons with disabilities. I don't know when it went out, so write a letter to the Clare organization representing persons with disabilities in support of its plan to transfer management of the Café Lisa T to the L'Atelier de Clare. Appuyé par le sous-préfet, y a-t-il de la discussion sur la motion, maire? Tous en faveur, indiquant en disant oui. Quand? Motion adoptée. Je sais que c'est peut-être point juste à l'ordre, mais en parlant de Cord et Monette Robichaud, tout le travail qu'elle a fait du transfert du café même de la municipalité à Cord, puis les études et le travail qu'elle a mis dans les années. Moi, j'aimerais lui envoyer une lettre de remerciement pour tout le travail qu'elle a fait là, certainement. Si vous êtes d'accord. Merci. 11.11, motion pour envoyer une lettre chemin à Henry Hicks. Je ne sais pas si le conseil comment. Merci. Oui, il y a un résident ou les résidents du chemin Henry Hicks Road ont exprimé leurs inquiétudes par rapport au du calcium chloride. Tous les années, on collecte l'argent de tous les résidents, puis on fait gravailler et grader le chemin. Et des années passées, au mois de mai, à l'entour du mois de mai, le ministère ou TIR venait, puis il mettait du calcium chloride sur le chemin, puis tous les années, c'est retardé de plus en plus tard. Et cette année, on ne l'a pas même eu. Ça fait que le résident Stephen Goddard a demandé pour que la municipalité écrive une lettre au ministère du Transport et du renouvellement de l'infrastructure pour demander pour mettre du calcium chloride d'un temps plus raisonnable. Ça fait que je peux lire la proposition si vous voulez. Je propose que la municipalité du district de Clare envoie une lettre au ministère des Transports et du renouvellement de l'infrastructure de la Nouvelle-Écosse, demandant que le chlorure de calcium soit appliqué sur le chemin Henry Hicks dans un délai plus raisonnable. Y a-t-il quelqu'un qui appuie? Appuyé par le conseiller Thibault. Y a-t-il de la discussion? Tous en faveur, indiquant en disant oui? Oui. Quand? Motion adoptée. 11.12, motion pour écrire une lettre chemin à Peter Dugas. Ça avait eu quelques appels, c'est le chemin qui va au 4 Métégon et les bourgeois ont fait casser de plus en plus, le chemin est venu étroit. Il passe beaucoup de gros camions, il y a beaucoup de trafic. So, c'est pas la question que c'est venu rough, mais c'est vraiment une question de sécurité. Et les résidents sont plus confortables à marcher sur le bord du chemin. So, on avait amené ça à la réunion du comité du conseil. Chaque conseiller parti a eu les mêmes concerns de ses résidents pour chacun à bord du chemin. Là. So, c'est plus ou moins demandé pour une motion pour envoyer à TIR et notre MLA Gordon Wilson qui l'examine ça. So, conseiller parti, voulez-vous faire la motion? Je propose que la municipalité du district de Clare envoie une lettre au ministère des Transports et du renouvellement de l'infrastructure de la Nouvelle-Écosse et au député de Digby-Clare, l'Honorable Gordon Wilson, qui demande que le chemin Peter Dugas de la route 1 jusqu'au quai de Métégon soit ajouté à la liste provinciale des pavages en raison de préoccupations de sécurité. Y a-t-il quelqu'un qui appuie ça? Puis par conseiller Leblanc, y a-t-il de la discussion? Tous en faveur, indiquant en disant oui? Oui. Quand? Motion adoptée. 11.13, motion pour écrire une lettre chemin à Duffy. Conseil, comment s'écrivait? Merci. Le chemin Duffy, c'est un chemin à son niveau
à Lower Swaneyville, entre le Second Division Road, entre le Second Division Road, Mazza Road et le chemin route numéro 1. Mais juste à côté du chemin à Mazza, c'est le sentier de Clare. Et tous les four-wheelers et d'autres peuvent se rendre, disons, sur Robbins pour la gare, sur du Mahay, sur Clarence. Ils peuvent traverser le chemin d'affaires, se rendre vite à la côte, puis là, venir partout au magasin, comme j'ai mentionné. À cette heure, ils ne peuvent pas se rendre à cause que les arbres et les branches sont en train de pousser assez que tu ne peux pas passer. Ça fait que ce qu'ils demandent, c'est pas nécessaire, c'est un K-Road, c'est un chemin qui n'est pas maintenu par la province, mais ce qu'ils demandent, c'est pour plus ou moins que la province coupe les branches d'un bout à l'autre, c'est une couple de kilomètres, je pense, pour qu'ils puissent se passer au lieu de passer sur d'autres chemins publics. C'est une question de sécuritaire, si je peux le dire. Ça fait qu'il aimerait de faire écrire une lettre au ministère pour demander qu'ils peuvent couper les branches, avoir un accès à tous les besoins pour la gaz, du marché, des affaires, au lieu de passer sur les chemins publics. Oui. Je propose que la municipalité du district de Clare envoie une lettre au ministère des Transports et du renouvellement de l'infrastructure de la Nouvelle-Écosse qui demande au département de reprendre le débroussaillage le long du chemin d'affaires de la route numéro 1 jusqu'au chemin Mazza. Quelqu'un qui a pris ça? Appuyé par conseil de vote. Y a-t-il de la discussion? Peut-être une question de clarification. Ça, c'est un service que le TIR faisait avant, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il doit arrêter de le faire? Oui, dans le passé, les résidents alentour, le Four-Wheeler Club avait demandé, et puis c'était fait plusieurs années passées, il a arrêté de le faire. Ça fait que on pourra peut-être mentionner ça dans la lettre. Je dirais que c'est assez important de le mettre parce que je ne suis pas fait de demander pour de quoi. Nouveau, je suis fait de demander pour de quoi qu'il a fait dans le passé, puis là, pour une raison ou une autre, il doit arrêter de faire. Alors, quoi qu'il nous baille, il y a plus de chances d'avoir de faire. Pareil pour la question? Tous en faveur, indiquant en disant oui? Oui. Contre? Motion adoptée. 11.14, motion pour adopter une politique sur la destruction de documents. Simplement, c'est qu'on voulait, au niveau du personnel, on voulait mettre en place une politique pour la destruction du document. Présentement, ce qu'on a en place maintenant, c'est chaque fois qu'on veut détruire un document, il faut venir au conseil pour une motion pour permettre la destruction de ce document-là. Pour une question, une activité qui est carrément opérationnelle. Alors, à la place de nous, afin de pouvoir éviter de toujours venir au conseil tous les 2 semaines pour pouvoir détruire des documents qui n'ont plus de valeur, qui sont datés, on voulait mettre en place une politique basée sur des politiques qui existent ailleurs, des meilleures pratiques, pour mettre une politique en place pour la destruction de documents, la destruction ordonnée de documents qui n'ont plus de valeur. Alors, c'est ça qu'on vous propose ici ce soir. L'intention, c'est que ce document, cette politique ici, éventuellement, va faire partie d'une plus grande politique par rapport à la gestion de tous nos dossiers ou tous nos documents. Mais pour l'instant, on garde spécifiquement une politique qui va nous permettre la gestion de nos documents et plus spécifiquement pouvoir détruire les documents qui n'ont pas de valeur pour la municipalité. À l'intérieur de la politique, ça souligne également certains types de documents que, sous aucune circonstance, qu'on a l'autorité de détruire, peu importe la date du document. Alors, des minutes, par exemple, des deeds, des choses de même, des documents légaux, ça va toujours être préservé dans nos archives, peu importe la date. Mais on a plusieurs documents ici qu'on produit qu'après un certain montant de temps, vraiment, ils n'ont plus de valeur pour la municipalité. Et c'est cela qu'on aimerait pouvoir avoir, que cette politique ici va nous permettre d'adresser. Est-ce quelqu'un qui va faire la motion, conseil de vote? Merci. Je propose que la municipalité du district de Clare adopte la politique
sur la destruction des documents tels que présentés. Quelqu'un qui appuie ça? Appuyé par conseiller Hill. As-tu de la discussion sur la motion? As-tu de la discussion sur la motion? Non? Tous en faveur, indiquant en disant oui? Oui. Contre? Motion adoptée. 11.15. Motion pour nommer un chemin ruelle du lac Bartlett. On a été approché par des résidents qui habitent sur le chemin en question pour nommer le chemin en anglais Bartlett Lake Lane ou en français ruelle du lac Bartlett. Il y a un total de 10 résidents sur le chemin. On a envoyé des lettres aux 10. On a reçu 7 réponses, toutes en faveur, qui nous amènent à 70%, qui est au-delà de ce qu'on a besoin d'après notre politique pour nommer des chemins. Les 3 autres, c'est pas qu'ils sont prononcés contre, c'est qu'ils n'ont simplement pas répondu à notre lettre. Et de ce que je comprends, ils habitent à l'extérieur du pays. Alors, c'est souvent le cas pour les gens qui habitent à l'extérieur qu'on n'a pas toujours des réponses pour des demandes comme ceci. Mais ça étant dit, comme je dis, on a 70% des gens en faveur, qui est plus qu'on a besoin d'après notre politique. Le nom du chemin est bilingue et ce n'est pas un nom qui existe ailleurs en Clare au moment. Alors, pour ces 3 raisons-là, on recommande que le conseil accorde la demande de ces résidents-là et nomme le chemin en question Bartlett Lake Lane ou en français ruelle du lac Bartlett. C'est quelqu'un qui va faire la motion? Je propose que la municipalité du district de Clare approuve que le chemin partagé par les propriétés, numéro d'identification de propriété listé ci-dessous soit officiellement nommé comme suit. En français, ruelle du lac Bartlett, en anglais, Bartlett Lake Lane. Il faut nommer les numéros. Non. Quelqu'un qui va appuyer ça? Appuyé par conseiller Potier. Y a-t-il de la discussion? Sinon, tous en faveur, indiquant disant oui? Oui. Contre? Motion adoptée. 11.5. Motion pour nommer un chemin ruelle du lac Gaspard. C'est un peu la même situation ici, sauf qu'on a plusieurs propriétaires. On a un total de 37 différents propriétaires. On a envoyé des lettres aux 37. Comme vous voyez, il y a plus que 37 terrains, mais il y en a qui ont plusieurs terrains. Ça étant dit, on a envoyé un total de 37 lettres. On a reçu 26 réponses, tout en faveur du nom qui est proposé. Ça nous amène à 67%, qui est juste un peu plus que de ce qu'on a besoin. Mais ça satisfait aux exigences ou aux critères de notre politique, ainsi que le fait que, comme je dis, le nom n'est pas utilisé ailleurs dans la municipalité. Et le nom est bilingue, alors en français et en anglais. Alors pour ces 3 raisons-là, on recommande le nom tel que proposé, en anglais Gaspereau Lake Lane et en français Ruelle du lac Gaspereau. C'est quelqu'un qui va faire la motion? Councillor Hill? I move that the municipality of the District of Clare approve the roads shared by the property identification numbers listed below be named as follows. In English, Gaspereau Lake Lane. In French, Ruelle du lac Gaspereau. C'est un appuyé par conseiller Leblanc. Y a-t-il de la discussion? Tous en faveur, indiquant disant oui? Oui. Contre? Motion adoptée. 11.17. Motion pour autoriser une carte de crédit municipale gérante du centre de santé de Clare. La municipalité a pas beaucoup utilise pas beaucoup des cartes de crédit pour ses employés. On a un nombre limité de cartes de crédit. Traditionnellement, il y en avait une qui était accordée à la gérante du centre de santé de Clare. Notre ancienne gérante, Janice Bilodeau, a pris sa retraite plus tôt cette année. Et on a maintenant employé une nouvelle gérante, Chantal Potier, qui est là depuis environ 7 mois.
On aimerait que Chantal, on aimerait pouvoir accorder une carte de crédit à Chantal comme dans son poste de direction de gérante au centre de santé. Pour ce faire, c'est pas aussi simple que juste donner l'ancienne carte à Ranis, à Chantal. Notre institution financière nous demande qu'une nouvelle carte soit mise en place. Et pour ce faire, il faut une motion du conseil pour autoriser la nouvelle carte. Alors, on vous propose une motion ici ce soir pour une carte de crédit avec une limite de 2 000 $, qui était la même limite qui était accordée à notre ancienne gérante. Je propose que la municipalité du district de Clare autorise une carte de crédit municipale avec une limite maximale de 2 000 $ à la gérante du centre de santé de Clare, Mme Chantal Potier. Y en a appuyé par conseil Thibault. Y a-t-il de la discussion sur la motion? Tous en faveur, indiquant en disant oui. Contre. Motion adoptée. 11.18, motion pour envoyer une lettre chemin de la montagne. Conseil, comment voulez-vous parler de ça? L'année passée, les résidents alentour du chemin de la montagne avaient des concerts avec les jeunes. C'est un endroit que les jeunes se rencontrent et puis ils font des activités illégales. Et ça cause beaucoup de problèmes. Ils faisaient des feux le soir et d'autres affaires pour que les résidents ne soient pas trop contents avec. Ça fait que le staff du Lands and Forestry, Terre et de la forêt du ministère, ont commencé la surveillance, puis ça a beaucoup réduit les problèmes. Mais depuis que la pandémie a commencé au mois de mars, le staff n'a pas eu la chance, ils ont été faire du travail ailleurs. Ça fait qu'il n'y a plus de surveillance qui se passe, avec les problèmes sont rendus une autre fois, c'est encore d'autres problèmes. Ça fait que les résidents demandent que la municipalité écrive une lettre au ministère pour demander qu'il recommence la surveillance. Ça fait qu'on peut faire la mention aussi. Je propose que la municipalité du district de Clare envoie une lettre au ministère des Terres et de la Forêt de la Nouvelle-Écosse qui demande au ministère de recommencer la surveillance régulière et l'application des lois sur le chemin de la montagne. Quelqu'un qui appuie ça? Appuyé par conseil devant. Y a-t-il de la discussion? Tous en faveur, indiquant en disant oui. Oui. Contre. Motion adoptée. 11.19, motion pour accorder une soumission chemin du Cabournon. La municipalité a un morceau de terre au bas du chemin Bourgneuf à Grouscoq. Et comme vous savez, c'est un lieu assez populaire pour le monde qui va au Palourde. Dans les dernières années, surtout l'hiver passé, on a vraiment vu les effets de l'érosion sur la côte et spécifiquement sur ce morceau de terre-là. Alors, ça nous a été recommandé, on a été le voir nous autres mêmes aussi, juste pour confirmer. Mais ça nous a été recommandé de mettre des roches de l'armorstone, des roches d'environ 6 à 10 tonnes, le long de notre morceau de terre là, pour pouvoir le préserver, parce que l'année passée, on en a perdu pas mal avec les storm surge et tout ça. Pour empêcher d'en perdre plus, pour pas que ça ronge de la dune, et que les rangs puissent continuer à utiliser le site et à apprécier le site. Alors, on a invité des contracteurs de la région à nous soumettre un prix pour voir quoi ça pourrait coûter pour mettre de l'armorstone, des roches de 6 à 10 tonnes, la longueur de notre morceau de terre, là, pour contrer les effets de l'érosion. Alors, on a reçu 2 soumissions. Et le prix était vraiment proche pour les deux, mais en évaluant les deux, on a décidé d'aller avec le low bidder, dans ce cas ici, qui est Gary Beliveau Construction Limited, pour un montant de 19 700 $ plus TVH. Alors, la recommandation, ça serait d'approuver le montant. Je propose que la municipalité du district de Clare accorde la soumission pour l'installation
d'une barrière en pierre au long du PED NEP 300-40216 pour la protection contre l'érosion à Gary Béliveau Construction et Excavation Limited au montant de 19 700 pièces plus TVA et que ce montant porte de la réserve en capital de la municipalité. Appuyé par le sous-préfet, y a-t-il de la discussion sur la motion? Tous en faveur, indiquant en disant oui? Oui. Contre? Motion adoptée. 11.20. Nommer un chemin ruelle du lac Porcupine. Oui, on a été demandé pour nommer par des résidents du chemin en question pour nommer le chemin en français Porcupine Lake Road, en anglais ruelle du lac Porcupine. Il y a 3 résidents sur ce chemin-là et le nom choisi ça a été choisi à l'unanimité. Alors 100% des résidents sont en faveur. Le nom n'existe pas ailleurs dans la municipalité de Clare. On peut le traduire en français et en anglais. Alors la recommandation, ça serait d'aller d'avant avec le nom tel que proposé. Prendre une motion, je ne sais pas si vous voulez faire Hector faire la dernière motion, si ça donne. Ça me ferait plaisir. Je propose que le municipalité du district de Clare approuve que le chemin partagé. Try again. Je propose que la municipalité du district de Clare approuve que le chemin partagé par les propriétaires numéro d'identification de propriété listée ci-dessous soit officiellement nommé comme suite. En français, rue du lac Porcupine, en anglais, Porcupine Lake Lane. Porcupine Lake Lane. Y a-t-il quelqu'un qui va appuyer ça, appuyé par conseil Potier? Y a-t-il de la discussion? Tous en faveur, indiquant en disant oui? Oui. Contre? Motion adopté. Ça va au bout de la session régulière. Non? Oh, OK. C'est après ça. OK. 11.21. Arrêt d'autobus siège Mullen Road. Danny Hill, conseiller. Yeah, just before I begin, I apologize to council for putting the late edition on the televised meeting, but it's kind of time sensitive, so. There's a resident on the Sears Mullen Road, and she has a 9-year-old child, and the bus refuses to pick them up at their driveway, and they have to walk 0.4 of a kilometer to the 340 to get picked up. And he's picked up at about 6:45 in the morning. She has a 1-year-old at home, so she can't really go with him. She's contacted Tri-County, and everybody she's contacted, I got the names here. Craig Crosby, he said he would look into it, but he didn't return any calls. Then she contacted Dale Royal, and all he told her was that policy 3.0 said they wouldn't pick up any children unless it was 800 kilometers or more from the bus stop. And she didn't really know where to turn, so she brought it to me, so I'm bringing it here. So are you suggesting we write a letter, or? Yeah, I suggest write a letter and phone call, do whatever you can do. I mean, the weather's only gonna get worse, so find out what can be done, if anything. There used to be bus pickups up that road, so I don't really know what the situation is. It's hard to really get answers from this, they just pretty well say, this is the policy and that's it. So you're making a motion to write a letter to try to address the situation? Yes, I would make that motion to advise Stefan to write a letter to see if anything can be done in this situation. Is there a seconder for the motion? Councillor DeVille? So a letter, but we should probably follow up before, it takes a while before a letter. You send it
takes a while before you get a response. So we could send a letter, but maybe try to get some communication going to see what, would you suggest that? I would say yes. I would ask Stefan if he would call like soon and see what they tell him over the phone. I mean, I don't know how the pecking order goes and who's who in the Tri-County or where you go, but if you, they can't get anywhere with this Dale Royal guy. I don't know who's above him or who's not, but I would prefer phone calls first to see if you can get anything going. All right, thank you. I'm wondering if it would be appropriate as well, or do both. I do both. I usually email, then I follow up with a phone call right after, but an email and CC the appropriate people. I wonder if that would be quicker than a letter. Then you still have a paper trail. You know, just suggestion. Seems it's still order within the motion, the letter or email, so I don't think we have to amend the motion, I wouldn't say. Right. Any other discussion on the motion? Ready for the question? All in favor indicate by saying aye. Aye. Contrary, nay. Motion carried. So là, je suis rendu au bout de la session régulière. Alors la session à huis clos. Pour un item à huis clos, c'est 12.1, acquisition et vente de propriété municipale. Mais avant de faire la motion, une autre fois vite, j'aimerais de remercier Hector Thibault, conseiller Thibault, pour son travail pour ses résidents et tout au service. Et c'était bien apprécié. Et une autre fois, avons bien aimé travailler avec toi. Et je te souhaite de la bonne chance. J'espère que tu trouves de quoi d'intéressant à faire avec tout ton temps. Son motion à l'ordre, sous-préfet propose à la huis clos, appuyé par conseiller Leblanc. Tous en faveur, indiquent en disant oui. Oui. Contre. Motion adoptée. Bonsoir. Good evening.